tous, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes en famille. Ça va être important que tout le monde écoute, regarde et surtout expérimente notre atelier. Donc c'est un atelier sans chien, l'atelier apprendre à apprendre. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que pour apprendre à monter à cheval, on ne va pas vous donner un cheval qui n'est pas débourré. Donc on va commencer par vous débourrer, hein les filles? Oui. Donc je suis Justine Chevalier, je suis coach canin du côté de Liège. J'entraîne les humains et leurs chiens, que ce soit en séance individuelle, en groupe, les chiens réactifs vis-à-vis des chiens, des humains, etc. On travaille sur des plans d'entraînement et je travaille forcément en collaboration avec mes deux collègues ici, vétérinaire comportementaliste et coach canin également, pour pouvoir mettre en situation vos chiens, pour pouvoir médiquer si besoin, mettre en place des outils, des exercices. Vous avez possibilité d'avoir une sorte de circuit entre nous pour pouvoir augmenter les expériences canines avec Amy et augmenter la mise en place des exercices adéquats par rapport à vos problématiques avec Mélanie. Je vais les laisser se présenter. Bonjour, donc moi c'est Mélanie, je suis vétérinaire comportementaliste comme Justine l'a justement dit et je consulte dans différents cabinets vétérinaires de la province de Liège, notamment à Herve, à Spa, à Verviers, à Soumagne et à Anse. Si on a décidé de collaborer ensemble, c'est pour pouvoir vous proposer un service qui prend vraiment en charge la majorité des problématiques que l'on peut rencontrer avec son chien, mais aussi pour le faire de la prévention et pouvoir justement éviter certains problèmes d'apparaître. Voilà. Bonjour, moi c'est Amy, donc moi j'ai un élevage de berger blanc suisse et de chien loup de Saint-Lô. Je fais aussi du coaching canin pour les problématiques qu'on peut rencontrer avec son chien, que ce soit réactivité, problème de communication avec les congénères, essayer de mieux comprendre un chiot aussi, parce que comme j'aime beaucoup travailler les chiots depuis leur naissance, ben voilà, ça peut être intéressant aussi d'analyser dès le début un chiot. Et je suis ravie de travailler avec mes collègues ici. C'est super important de pouvoir voir quand on a nos limites et quand on doit déléguer un vétérinaire, et du coup c'est pour ça que Mélanie est là aussi. C'est vrai. Et si cet atelier existe, c'est grâce à Amy qui va nous faire un joli petit montage. Rien que pour vous. Et c'est parti. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voici le plan de la présentation. On va d'abord parler des renforçateurs, ensuite des marqueurs. Tout ça, ça vous dit peut-être pas grand chose, mais on va expliquer de la mécanique d'entraînement, du cadre. On va vous montrer un petit jeu à faire à la maison. On va vous parler du leurre, de la capture, des signaux et ensuite un jeu de rôle qui sera mis en place en fait au premier cours pratique. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de renforçateur? Parce qu'on va utiliser l'éducation positive et bienveillante. Alors l'éducation positive et bienveillante, ça veut dire quoi? Ça veut dire une éducation qui prend en compte les émotions. Et donc les émotions, on va essayer de favoriser au maximum les émotions positives parce que la science a montré que c'était comme ça qu'on apprenait le mieux, que ce soit les animaux, les humains, c'est pareil. Et donc pour favoriser les émotions positives, on va utiliser des renforçateurs. Donc pour vous expliquer ce qu'est un renforçateur, il faut d'abord savoir comment et pourquoi un comportement se produit. Donc vous voyez, moyen mnémotechnique, c'est ABC, donc A antécédent, qui déclenche l'apparition, enfin la production du comportement, B behavior en anglais, vous voyez mon accent magnifique, et ensuite après le comportement il y a une conséquence, donc C, et la conséquence va déterminer si le comportement va avoir tendance à se reproduire ou non. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par association. Et dans tout ça, il y a les émotions, évidemment, qui n'étaient pas prises en compte avant et qui sont de plus en plus prises en compte. Donc quand on regarde le schéma ABC, on peut, pour tout ce qui est apprentissage par association, on va se concentrer sur les conséquences. Alors les conséquences, elles peuvent générer des émotions agréables ou des émotions désagréables. Donc ici, dans l'apprentissage par association, on va se concentrer sur les conséquences. Alors, on parle de renforcement et de punition.
Donc, lorsque la conséquence a tendance à faire en sorte que le comportement se reproduise, plus souvent, on parle de renforcement. Et lorsque la conséquence a tendance à faire en sorte que le comportement se reproduise moins souvent, voire diminue, voire disparaisse, on parle de punition. Donc quand on parle en théorie des apprentissages de renforcement et de punition, ça n'a aucun jugement de valeur, c'est juste ce que la conséquence produit sur le comportement. On va aller voir plus en détail. Donc, comme vous voyez, il y a des petits R+, R-, P+, P-, donc R pour renforcement, P pour punition. Et le plus et le moins, ça veut juste dire, c'est des signes mathématiques, quoi. Plus on rajoute quelque chose et moins on enlève quelque chose. Donc de nouveau, ça n'a aucun jugement de valeur. Donc on va voir plus en détail. Au niveau de l'éducation positive, on va essayer de favoriser au maximum le R+, donc le renforcement positif. Pourquoi? Parce que ça génère des émotions positives. C'est-à-dire, le renforcement va faire en sorte que le comportement va augmenter. Et le plus veut dire qu'on fait ça en rajoutant quelque chose. Donc automatiquement, pour faire en sorte qu'un comportement augmente quand on rajoute quelque chose d'agréable. Et donc on génère des émotions positives. C'est pour ça qu'en éducation positive et bienveillante, on essaye de favoriser au maximum le R+. Ensuite, dans les autres conséquences, on a le R-. Le R-, donc on va essayer de faire en sorte que le comportement se reproduise plus souvent, mais en enlevant quelque chose. Du coup, on doit enlever quelque chose de désagréable. Si on enlève quelque chose de désagréable, ça veut dire que d'abord on l'a mis. Et donc, ça génère des émotions qui ne sont pas très chouettes, de la peur, surtout. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'utiliser le moins souvent possible les renforcements négatifs. Donc par exemple, quand on vous conseille pour apprendre un chien à s'asseoir de pousser sur ses fesses, le chien va s'asseoir pour enlever la pression désagréable qu'il a sur ses fesses. Et donc là, on est en renforcement négatif. Et souvent d'ailleurs, on voit que le chien émet des signaux de malaise. Donc c'est bien la preuve que ça génère des émotions négatives. Alors au niveau des conséquences, on a aussi le P+. P+, c'est quoi? C'est la punition positive. Donc punition, ça veut dire qu'on va donner une conséquence qui va essayer de faire diminuer le comportement en rajoutant quelque chose. Donc pour faire diminuer un comportement en rajoutant quelque chose, on va rajouter quelque chose de désagréable. Et donc on va provoquer de nouveau des émotions négatives telles que la peur. D'où on essaye d'éviter, c'est par exemple quand vous prenez un journal pour taper sur les fesses de votre chien lorsqu'il aboie ou qu'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Et donc on va essayer d'éviter ça en éducation positive. Et enfin le dernier petit P-, c'est la punition négative. Donc punition, on va essayer de faire diminuer le comportement en enlevant quelque chose. Dans ce cas-là, on va enlever quelque chose d'agréable. Alors, on essaye de l'éviter au maximum. Cependant, la punition négative est quand même souvent associée au renforcement positif. On ne sait pas faire autrement parce que quand on a quelque chose, quand on veut donner quelque chose d'agréable au chien, on peut le donner ou ne pas le donner. Quand on ne le donne pas, on est en punition négative. Mais le problème de la punition négative, c'est que comme on enlève quelque chose d'agréable, ça génère des émotions qui ne sont pas très chouettes quand même. Ça provoque beaucoup de frustration, voire parfois de la colère. C'est pour ça qu'on va essayer de faire ça le plus court possible pour essayer de générer le moins de frustration possible chez le chien. Donc par exemple, si par exemple on veut apprendre à son chien à ne pas sauter hors du coffre lorsqu'on ouvre le coffre, on peut demander au chien de rester et ouvrir le coffre. Si le chien reste, on le récompense en renforcement positif, donc on lui donne une friandise. Si le chien se relève, on fait mine de refermer le coffre. Mais très vite, une fois que le chien se remet en position, on rouvre le coffre pour récompenser. Comme ça, on essaye de limiter au maximum l'utilisation de la punition négative pour limiter la frustration. Au niveau des renforçateurs, donc ici maintenant je vous parle du R+, renforcement positif, on va rajouter quelque chose d'agréable. Alors quelque chose d'agréable, c'est quoi? C'est pas quelque chose que vous trouveriez qui serait agréable pour votre chien. C'est quelque chose que votre chien
trouve agréable. Donc c'est ce que le chien ressent. Et c'est ça parfois que nous, on croit qu'on récompense le chien, alors qu'en fait, pour le chien, ce qu'on est en train de lui donner, c'est pas forcément agréable. Donc il faut apprendre à connaître son chien. Et ça, c'est ce qu'on va vous demander de faire avant de venir au premier cours, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Donc ici, on parle de valeur pour le chien et pas de valeur pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour votre chien? Alors on parle de renforcement primaire, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que c'est quelque chose que le chien n'a pas besoin d'apprendre que ça a de la valeur. Ça a de la valeur ou ça n'en a pas dès la naissance, ou en tout cas dès qu'on l'utilise. Et pour ça, la première chose qu'on peut utiliser, c'est la nourriture, parce que pour la majorité des chiens, manger c'est agréable. Donc au niveau de la nourriture, il y a plusieurs types de nourriture, donc il faut essayer de se faire une liste de ce que votre chien préfère et ce que votre chien aime le moins. Par exemple, évidemment que du fromage, ça va avoir plus de valeur qu'une croquette. Donc on essaye toujours de récompenser à hauteur de l'effort que ça a demandé au chien. Et donc si votre chien a fait quelque chose qui demandait un énorme effort et qu'en récompense on lui donne une croquette, peut-être que la fois suivante, ça n'aura pas bien renforcé le comportement et qu'il ne va pas le reproduire parce qu'il sait que la fois d'avant il a eu juste une croquette. Donc c'est ça qu'il faut essayer de jouer sur le type de nourriture, avoir plusieurs valeurs de nourriture, les tester et venir avec plusieurs types pour pouvoir renforcer à la hauteur de l'effort que ça a demandé au chien. On peut jouer sur la quantité aussi. Parfois on n'a pas des friandises sur soi de très forte valeur, mais alors du coup on peut en donner plusieurs. Souvent ça marche mieux quand on les donne une après l'autre, mais très rapidement. Comme ça le chien se dit waouh, il est tout content de recevoir 5 friandises en suivant. Même si elles n'ont pas beaucoup de valeur, elles arrivent, la quantité fait que ça donne plus de valeur. Au niveau de la taille, évidemment, on ne va pas lui donner un gros os en biscuit à chaque fois, déjà pour éviter la prise de poids, mais aussi parce que le fait que le chien mette beaucoup de temps pour le manger, du coup ça coupe l'entraînement. Et donc souvent, au départ, quand on apprend quelque chose au chien, on donne les friandises à un rythme soutenu. Donc si chaque fois il doit mettre 30 secondes pour mâcher, avaler ce qu'on lui donne, on casse le rythme de l'entraînement. Donc essayez de trouver des friandises qui se coupent en tout petits morceaux. Un petit morceau de 0,5 cm sur 0,5 cm, c'est tout à fait une taille adaptée, pas besoin de lui donner chaque fois un gros os. Alors, qu'est-ce qui peut aussi avoir beaucoup de valeur pour un chien? C'est les jouets. Il y a des chiens qui adorent, il y a des chiens qui préfèrent la nourriture, il y a des chiens qui aiment bien les deux, et donc c'est ça qu'il faut un peu essayer de voir. Est-ce que votre chien a un jouet qu'il adore et qui pourrait servir de renforçateur du coup, pour le récompenser pour un comportement qu'on aimerait voir se reproduire. Alors il faut aussi que ce soit un jouet qui soit facile à utiliser et à prendre sur soi. Évidemment, s'il adore l'éléphant qui fait 1 mètre sur 1 mètre, ça va être difficile de le prendre avec au cours pour renforcer votre chien avec ça. Au niveau des jeux, on utilise souvent les cordes ou les tugs, enfin les jeux à tirer. Ça de nouveau, il faut faire attention. Déjà, c'est pas facile à utiliser pour tous les exercices parce que ça a un effet excitant sur le chien. Et puis, ça peut aussi hyper exciter le chien et donc être contre-productif. Donc, on utilise vraiment le jeu que quand déjà on a appris au chien précédemment à jouer correctement, c'est-à-dire à pas attraper le jouet et la main en même temps, quand il peut le lâcher sur demande. Donc ça, si vous souhaitez utiliser le jouet, on peut vous apprendre aussi à jouer correctement avec le chien pour pouvoir utiliser le jouet de la meilleure façon qui soit. Ensuite, quelque chose qui a beaucoup de valeur pour le chien, c'est quelque chose qu'il avait envie de faire. Donc on va lui demander de faire un comportement et en récompense, on va lui donner l'accès à ce qu'il avait envie de faire. Ça, c'est ce qu'on appelle les récompenses de la vie. Et ça, il y a un âge où ça peut avoir beaucoup plus de valeur que les friandises ou jouets. Je prends par un exemple, voilà, la puberté, l'environnement prend énormément de valeur. Le chien explore, il aime explorer et il aime jouer avec les copains. Donc on pourrait par exemple demander au chien un assis et reste pour détacher la laisse, et le fait de s'être assis et d'être resté est récompensé en libérant le chien et en lui donnant l'accès à ses copains.
et au jeu avec ses copains. Donc là on utilise clairement une activité que le chien il avait envie d'aller jouer avec les copains, mais d'abord il a dû faire ce qu'on lui a demandé de faire pour pouvoir accéder à ce qu'il avait envie de faire. Et on lui apprend comme ça à se comporter de manière adaptée à la vie des humains. Parce que c'est sûr que le chien qui est tout le temps au bout de sa laisse et qui n'a aucun autocontrôle, ben, c'est pas évident à gérer dans la vie de tous les jours. Donc, on peut aussi utiliser le fait qu'il veuille sortir dans le jardin en lui demandant assis, en ouvrant la porte et en libérant de nouveau. Donc voilà, la permission d'accéder à l'activité devient un renforcement. Alors au niveau de la caresse et du contact, moi j'entends souvent des gens qui me disent « Ah oui, on m'a dit quand il fait bien, tu lui caresses, tu lui donnes une petite caresse ». Et en fait on ne se rend pas compte, mais la majorité des chiens ne trouvent pas la caresse agréable, en tout cas pas lorsqu'on est en train d'essayer de lui apprendre quelque chose. Ça n'a pas de valeur assez forte, voire même, ça peut même parfois être une punition. Alors comment est-ce qu'on voit ça? Vous avez déjà vu la petite vidéo qui vous montre les signaux qu'un chien peut émettre lorsqu'il est mal à l'aise. Observez un peu votre chien lorsque vous le récompensez en le caressant. La majorité des chiens, ils émettent des signaux de malaise, voire ils essayent de s'éloigner de la personne qui veut les caresser. Les chiens aiment bien être caressés, mais pas tout le temps et souvent pas en récompense. Donc, si par exemple votre chien, vous remarquez que quand vous le caressez, il émet des signaux d'apaisement, que votre chien est en train de faire quelque chose qu'il aime bien, que vous le rappelez, qu'il revient et que quand il revient, vous le caressez et que là il émet des signaux de malaise, là en fait ce que vous êtes en train de faire, c'est de le punir. Il y a de fortes chances que la fois d'après il ne revienne pas, vu que ce qu'on lui a proposé comme conséquence au fait de revenir, il n'a pas trouvé ça agréable du tout. Donc il faut être vraiment très vigilant par rapport à la caresse et au contact, parce que souvent c'est l'effet inverse de ce qu'on recherche. J'ai vu de très rares chiens qui trouvaient que la caresse et le contact avec leur humain avaient beaucoup plus de valeur que la nourriture et le jeu. Et ces chiens-là sont souvent des chiens qui ont un hyper attachement et qui ont difficile de rester seuls. Donc ça existe, c'est possible. Donc ici vous voyez sur ces images, ce sont toutes des photos retirées d'internet où j'ai tapé dans le moteur de recherche relation humain-chien ou amitié humain-chien, je ne sais plus. Et donc on voit tous des chiens, des humains qui prennent contact avec des chiens et on voit les signaux que les chiens émettent et qui sont des signaux de malaise. En fait, les chiens ne sont pas du tout à l'aise d'être touchés comme ça. Alors ici on va vous passer un petit film. Ce film c'est vraiment pour vous alerter en fait sur le fait qu'il faut faire très attention entre les enfants et les chiens. Parce que les enfants aiment faire des câlins à leurs chiens, font des prises de contact que le chien trouve très souvent pas très agréables. I was like most kids, crazy about dogs. Every night I dreamed I would have my very own. And then one day, he came. And I loved him. We were partners. We did everything together. I helped make his dinner. I always gave him his favorite treat. And I even taught him how to sit. And wow, the adventures we had. We were doctors, sailors, cowboys, and princesses. We had the most awesome times. Best friends forever. He was always there for me, and I loved him so much. I don't know what happened. Everything I knew had changed, and I was part of a whole new family now. But boy, she was fun, and I knew she loved me. So I let her hug me, lay on me,
and pick me up, even though I really didn't like it. I did my best to be good, even when she put her hands on my food, and teased me with my bone, or made me do things I didn't want to. That swing was scary, so I held on tight. I tried to say I didn't want to be the patient, or the sailor, or the horse. I even asked the grown-ups for help, but nothing. I was saying it as loud as I could, but it was like no one could hear me. I kept telling her with my eyes, my face, my whole body. But she wasn't listening. I didn't mean to hurt her. I just wanted to make it stop. And then it happened. And we never saw each other again. 77% of dog bites come from the family dog or a friend's dog. It's not for lack of love, it's for lack of understanding. And children are the most at risk. Together, it's a number we can change. So join us at StopThe77.com and learn the fun ways to teach your kids to stay safe around the dogs they love. Moi, mon chien, je ne le récompense qu'avec ma voix. Oui, alors la voix, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui peut être un renforçateur secondaire. Alors, renforçateur secondaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière innée, le chien ne va pas spécialement trouver ça très agréable, ça ne va pas spécialement avoir beaucoup de valeur. Donc, on peut créer alors un transfert de valeur de quelque chose qui a de la valeur de manière innée à quelque chose qui n'en a pas au premier abord. Donc le conditionnement classique, c'est quoi? C'est le fait de transférer la valeur d'un renforçateur primaire à quelque chose, peu importe, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, dont la voix d'ailleurs, à quelque chose qui à la base n'avait pas beaucoup de valeur pour le chien. Donc comment ça marche? Le conditionnement classique, donc en fait c'est l'expérience de Pavlov. Donc si vous vous rappelez, si vous avez vaguement entendu parler, mais tout le monde en a souvent entendu parler, Pavlov a fait sonner une cloche qui, à la base, le son d'une cloche pour le chien, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un stimulus qu'on appelle neutre. Et il a fait sonner cette cloche et de manière systématique, tout de suite après, il a donné à manger au chien. Et à manger, c'est la nourriture, ça a de la valeur, c'est chouette, le chien est content. Et donc lorsqu'on donne à manger au chien, il produit des comportements inconsciemment, comme par exemple saliver. Et donc il a remarqué qu'après avoir associé plusieurs fois le son de la cloche et la nourriture, alors attention toujours d'abord ce qui n'a pas de valeur pour le chien, donc le son de la cloche, et puis suivi de la nourriture, ce qui a de la valeur pour le chien, et bien au bout d'un moment, quand il a juste sonné la cloche, le chien s'est mis à saliver comme si on lui présentait la nourriture. Donc le chien a associé la cloche à la nourriture et la cloche a pris de la valeur alors qu'à la base la cloche pour le chien ça ne voulait rien dire du tout. C'est pareil pour votre voix, c'est pareil pour les marqueurs qu'on va voir pour la suite. En fait on apprend au chien que le mot qu'on dit, donc quand on utilise la voix c'est bien d'utiliser toujours les mêmes mots, si possible d'utiliser un ton joyeux, pour générer quand même des émotions positives, et on va associer ce mot à l'arrivée de la friandise et donc du coup on va pouvoir utiliser ce mot même lorsqu'on n'aura pas de friandise après un certain temps. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de déterminer ce qui a de la valeur pour votre chien et ce qui pourra servir de renforçateur lors des apprentissages. Donc vous pouvez faire une liste en mettant, je sais pas moi, en 1 le blanc de poulet, en 2 le fromage, en 3 le canard qui fait pouic pouic, en 4 voilà, et de prendre avec vous au cours différents renforçateurs pour pouvoir tester pendant le cours ce qui va fonctionner sur votre chien et pour quels exercices. Et donc au niveau de la perte de l'effet, donc oui, bien faire attention que
Si on croit qu'on renforce le chien alors qu'en fait ce qu'on lui propose il le trouve désagréable, du coup on va avoir l'effet inverse de ce qu'on recherche. Et aussi que si ça a demandé beaucoup d'efforts au chien pour faire ce qu'on lui a demandé et qu'en contrepartie on lui donne un truc qui a peu de valeur comme une pièce croquette, surtout s'il vient de manger juste avant, évidemment là on va de nouveau avoir l'effet inverse de ce qu'on recherche. Maintenant on en vient aux marqueurs, donc je l'ai déjà un peu évoqué avec la voix. Donc maintenant on va parler des marqueurs. Alors un marqueur c'est quoi? Un marqueur c'est un signal, ça peut être un son, un bruit, on va les détailler par la suite, qui est émis au moment même où le chien produit le comportement qui nous intéresse. Donc en fait ça permet d'être précis, d'indiquer précisément au chien que c'est ça qu'on attendait qu'il fasse. On va le faire suivre d'un renforçateur, donc souvent une friandise, donc c'est comme on a vu dans le conditionnement classique, on va donner de la valeur à ce marqueur. Le marqueur voudra dire que s'il est émis, va arriver une friandise. En fait, le marqueur il fait quoi? Il fait un lien entre le comportement et le renforçateur. À quoi ça sert? En fait, c'est parce que au moment où le chien émet un comportement qui nous intéresse, si par exemple on utilise la friandise, le temps qu'on prenne la friandise et qu'on la donne au chien, le chien est déjà en train de peut-être de penser à autre chose, voire même pire de faire autre chose, et donc on ne renforce pas du tout ce qu'on voulait. Donc le marqueur, ça permet vraiment de dire au chien, ah là, de saisir vraiment l'instant, ça, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses, et comme on l'a chargé, on va voir par la suite ce que ça veut dire, le chien sait qu'au moment où il entend le signal, la récompense va arriver, même si on n'est pas tout prêt, et même s'il y a un petit laps de temps entre les deux. Alors, il y a plusieurs types de marqueurs. On peut utiliser sa voix, donc là c'est un marqueur vocal. On peut utiliser différents tons avec sa voix. Il y a des tons qui sont plus excitants. Donc là, si on produit ce marqueur avec un ton excitant, c'est pas grave si le chien quitte la position. Par contre, on peut utiliser un ton plus calme si on veut que le chien reste en position jusqu'à ce que la friandise arrive. Ça peut être de la lumière, ça peut être pour les chiens sourds par exemple, ça peut être une vibration pour les chiens aveugles ou un son. Et là, on utilise souvent le clicker, donc c'est le clic du clicker qui devient le marqueur ou un petit coup de sifflet. Et ça, ça permet d'être précis parce que c'est plus rapide de cliquer ou de siffler que de produire tout un mot. Donc les sons sont beaucoup plus précis. Alors on peut aussi utiliser différents marqueurs, on peut avoir plusieurs marqueurs pour le même chien, il n'y a aucun souci. On peut utiliser des marqueurs différents en fonction de comment va arriver la friandise. Par exemple, je peux avoir un marqueur qui veut dire, un marqueur cherche, là ça veut dire qu'on va lancer la friandise au sol. On peut avoir un marqueur sur un ton plus calme, un good par exemple, là ça veut dire que le chien doit garder la position jusqu'à ce que la friandise arrive. Et on peut utiliser le yes ou le clic du clicker, et là le chien peut soit rester en position, soit bouger, et là ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut aussi utiliser différents marqueurs en fonction du comportement à renforcer. Donc par exemple le good, ça c'est pour renforcer un comportement statique, et le yes c'est pour renforcer un comportement plus dynamique, avec par exemple le chien qui revient ou le chien qui tourne la tête. Et en fonction de la personne qui récompense aussi, moi je conseille souvent d'utiliser le cherche avec les enfants, parce qu'en fait le chien sait quand il entend le cherche que la friandise va arriver au sol, et du coup il va avoir moins tendance à chercher à attraper la friandise dans la main, et il y a beaucoup moins de risques que le chien attrape les doigts avec la friandise, et comme ça les enfants ils peuvent lancer la friandise par terre. Donc la première chose qu'on va faire pour chaque nouveau marqueur, c'est de faire comprendre au chien que le signal qui est émis annonce l'arrivée de la friandise. Donc on va faire ce qu'on appelle charger le marqueur. On va créer l'association entre le marqueur et le renforçateur, qui est souvent donc la friandise. Ça ne se fait qu'une fois que le chien a compris que quand on dit cherche, la friandise va être lancée au sol. Des deux marqueurs. Cherche, cherche.
Cherche. Yes. Donc ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous entraîner maintenant à la maison avec un dé et un clicker si vous en avez un, ou un bic. Le bic ça fait clic aussi. Et ça c'est pour vraiment expérimenter la difficulté que c'est de vraiment cliquer, émettre le signal vraiment au moment, un moment précis où le chien fait le comportement attendu. Ici ça va être le dé qui va faire un comportement. Donc soit le dé va vous donner un chiffre impair ou soit un chiffre pair. Et ce que je vous demande de faire, c'est de cliquer lorsque c'est le chiffre pair. Donc vous lancez le dé, chiffre pair on clique, chiffre impair on clique pas. Parce que ça aussi, des fois, on a tendance à cliquer alors que c'était pas du tout ça qu'on voulait parce qu'on ne contrôle pas bien le geste. Maintenant, on va parler de mécanique d'entraînement. Donc, il va falloir que vous respectiez absolument un ordre dans vos gestes pour être le plus efficace possible et surtout être compréhensible vis-à-vis de votre chien. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'abord de vous entraîner sans chien pour apprendre à avoir une bonne coordination. Il va être très important pendant les séances d'apprentissage de faire attention à vos gestuels, aux gestes parasites. Donc, essayez d'être vraiment cohérent dans ce que vous demandez. Si vous demandez par exemple un assis de cette façon-là, qu'un jour vous rentrez avec vos courses et vous demandez un assis avec les deux mains de chaque côté, c'est possible que votre chien ne vous comprenne pas, donc aucune raison de vous mettre en colère parce que le comportement n'a pas été produit. C'est simplement une incohérence dans ce que vous demandez au chien. Pendant les séances d'apprentissage, vous verrez que le chien met en jeu toute sa puissance d'observation. Il va donc être très important que vous fassiez attention à vos gestes, à vos mimiques faciales, à votre posture pour aider au maximum votre chien et d'être clair et cohérent dans ce que vous demandez. Donc au niveau de la mécanique d'entraînement, ce qui est important à savoir, c'est que le chien donne priorité à ce qu'il voit par rapport à ce qu'il entend, contrairement aux humains. Donc si on apprend quelque chose au chien en un signal vocal, en disant par exemple assis, mais qu'en même temps, sans faire exprès, consciemment ou non, on fait un mouvement, donc je sais pas, on fait assis comme ça ou assis comme ça, et qu'on fait tout en même temps, le chien, lui, la seule chose qu'il aura retenu, c'est le geste. Donc, si un jour vous rentrez chez vous avec vos courses en main et que vous dites assis, mais qu'il n'y a pas le geste, ben, en fait, le chien ne désobéit pas s'il ne le fait pas, c'est juste que lui, pour lui, assis, c'est l'ensemble, c'est assis comme ça. Peut-être même qu'il n'a même pas entendu le assis. Donc c'est pour ça que c'est très important, si on veut apprendre un signal vocal, d'éliminer à ce moment-là tous les gestes, d'être conscient qu'on fait le moins de gestes possible lorsqu'on donne un signal vocal. Et si on peut par exemple apprendre au chien à d'abord répondre aux gestes, et si on veut associer alors le signal vocal au geste, on va d'abord dire assis. Vous vous rappelez du conditionnement classique qu'on a vu avant, le stimulus qui veut rien dire, le stimulus neutre, c'est le mot assis. Pour le chien, ça veut rien dire. Donc on va d'abord dire le assis en étant sûr que le chien nous entend. On va faire le geste et alors le chien va produire le comportement. Et progressivement, on va effacer notre geste. Donc à force de répéter assis le geste, au bout d'un moment on va voir si le chien a compris, on va juste dire assis, et si le chien s'assied sans qu'on fasse ce geste, c'est qu'il a compris. Par contre s'il ne s'assied pas, ben, c'est qu'on n'a pas fait ça correctement ou qu'on ne l'a pas fait assez longtemps.
Alors votre main ne doit pas bouger avant ou en même temps que le marqueur. Sinon, ce sera votre geste qui deviendra le premier prédicteur de l'arrivée de la friandise et votre marqueur perdra donc son utilité. Voici un petit exemple en vidéo où vous allez voir l'importance de la position neutre de votre main. Donc, premièrement, la position neutre de la main, choisissez, ça peut être le long de votre jambe, ça peut être sur l'aine, peu importe, mais que votre main ne soit certainement pas dans votre pochette. Ensuite, vous demandez le comportement, vous marquez, on va ensuite diriger la main vers la pochette, on prend la friandise qu'on distribue à l'animal et on ramène la main en position. Alors il va être très important que vous ne renforciez pas des comportements indésirables et ça, on a tendance à vraiment le faire sans s'en rendre compte. Donc quand on dit ne pas renforcer, c'est-à-dire ne pas marquer, donc ne pas dire yes ou cliquer un comportement que vous ne souhaitez pas voir se reproduire et surtout ne pas donner de friandise ni d'attention, ne serait-ce que regarder, parler, toucher votre chien quand vous avez un comportement inadéquat comme par exemple un chien qui saute. Donc si votre chien a tendance à sauter, essayez de vous détourner ou le chien de quelqu'un d'autre, essayez de vous détourner, de ne pas lui porter attention et puis derrière de lui expliquer quel est le comportement adéquat que vous attendez. Dès qu'il a les 4 pattes au sol, là vous pouvez y aller, vous pouvez marquer, récompenser, caresser, etc. Une petite vidéo vous permet d'illustrer ce que je viens d'expliquer. Ensuite, si votre chien a tendance à croquer les doigts, la meilleure façon de récompenser un chien va être de fermer votre poing avec la friandise à l'intérieur et d'ouvrir la main, de donner la friandise la main à plat, un peu comme on a tendance à donner aux chevaux. Je vous donne un exemple. Si par exemple pendant les cours on est en train d'apprendre le assis, vous venez de demander le comportement, le chien vient s'asseoir, vous marquez, vous allez à votre pochette, au moment où vous allez à la pochette, le chien vient sauter sur vous. À ce moment-là, ne donnez pas la friandise puisque vous allez renforcer le dernier comportement produit qui est le fait de vous avoir sauté dessus. Donc dans ce cas-là, tournez-vous, recommencez, redemandez un assis et surtout apprenez de votre erreur qui n'est pas l'erreur du chien. C'est-à-dire qu'il va falloir aller beaucoup plus vite pour renforcer la position statique assise. Si besoin, diminuez votre critère. Je serai là évidemment pour vous accompagner si besoin. Ok, quels mots vous viennent à l'esprit si on vous dit le mot travail? Moi, comme ça, là, bon, bah, j'ai tendance à dire effort. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Labeur. Pénible. Bref, souvent ce sont des connotations plutôt négatives. Quand on parle de jeu, si on vous demande des mots-clés, on va avoir plutôt tendance à penser épanouissement, plaisir, amusement. Comment? Amusement, oui. Et donc en fait, le travail et le jeu, ce sont les deux mêmes concepts. C'est la même chose, mais dans des conditions différentes. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de mêler l'expérience au plaisir, l'expérimentation faite dans la joie, l'amusement. La meilleure façon d'apprendre va être donc en s'amusant. On va essayer de mêler l'apprentissage à la joie, au plaisir, à l'amusement. C'est comme ça que vos chiens retiendront le mieux, puisque ce sont des ressources très efficaces de motivation. Au niveau du jeu, il va falloir un jeu win-win, gagnant-gagnant, donc avec un taux de réussite très élevé. Cela va vous permettre d'éviter la frustration de votre chien, des émotions du coup négatives, ou aussi des bouffées de comportement. Le chien qui sait très bien qu'on est en session de travail ou de jeu et qui va proposer plein de comportements, ça c'est quand même pas terrible. Il vaut mieux être clair avec ce que vous demandez, être cohérent et donc de tout de suite savoir ce que vous allez entraîner. D'où l'importance de préparer son plan d'entraînement. Combien de fois vous devez perdre avant de ne plus avoir envie de jouer? Moi personnellement, au bout de 2 fois, j'en ai ras-le-bol. Donc ça va être vraiment important d'expliquer tout de suite, d'être clair avec votre chien. Pendant votre apprentissage, il va être important de découper votre objectif en étapes, en paliers, pour pouvoir être le plus clair, le plus cohérent possible avec votre chien. Ici, on va avoir un exemple de vidéo avec l'apprentissage des autocontrôles, donc du tu laisses, qu'on va découper petit à petit. Donc tout d'abord, on va cacher les mains vont apparaître petit à petit, les mains vont s'ouvrir, la friandise va tout doucement se diriger vers le sol, puis bouger et puis finalement on va généraliser ce comportement
à un jouet, à un autre chien, une odeur, etc., etc. Ça, vous le verrez au cours et on travaillera ensemble. Début de l'apprentissage des autocontrôles. Friandise dans les deux mains. Main dans le dos. Yes. 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 Main sur les côtés. Yes. 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 Main ouverte. Yes. 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 Mains qui descendent. Yes. Yes. Main au sol. Yes. 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 Et friandise au sol. Yes. 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 Friandise en mouvement. Yes. 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 Super. De plus en plus haut. Yes. Yes. Placement du signal. Tu laisses. Yes. Tu laisses. Yes. Tu laisses. Yes. Tu laisses. Yes. Ok, cherche. Étape suivante, il y a du mouvement avec autre chose. Généralisation. Tu vas pas. Tu laisses. Je vais le découper. J'ai fait trop dur. S'ils font ça, ils vont se planter. Tu laisses. Yes. Tu laisses. Yes. Tu laisses. Yes. Tu laisses. Yes. Je vais me mettre debout et marcher comme ça, lui demander de laisser en mouvement. Tu viens? Tu laisses? Oui! Super! Ça. Tu laisses. Yes. Tu laisses. Yes. Alors qu'est-ce qu'on fait en cas d'échec? En cas d'échec, la première chose à faire, c'est de ne pas les cumuler. Donc si possible, maximum 3 échecs. Au bout de déjà un échec, vous devez déjà vous remettre vous en question.
Et soit vous restez à la même étape de votre apprentissage, soit vous revenez à l'étape précédente. D'accord? Donc quand on veut tester si un apprentissage est bien acquis, on va avoir tendance à demander 5 fois au chien. Si on voit que les 5 fois sont des réussites, on peut passer à l'étape suivante. Si on voit que ça cafouille un petit peu, on peut rester à la même étape. Et enfin, si vraiment ça ne va pas, on revient à l'étape précédente. Surtout si vous voyez des signaux de stress. Ensuite, une fois que vous avez appris un comportement, je vais prendre l'exemple de la scie, on va le découper en 4D, donc la durée, la distance, distraction et diversification. Il faut savoir que le chien est une espèce qui généralise très mal. Donc si par exemple vous avez appris à votre chien le coucher dans votre salon et que le lendemain vous essayez de lui demander un coucher en pleine ville, forcément il ne le fera pas puisque rien que le fait de changer d'environnement va le perturber. Même exemple, si vous demandez un coucher par exemple avec une gestuelle et puis que vous l'enlevez trop vite, c'est possible que le chien ne le fasse pas, non pas parce qu'il désobéit, mais parce qu'il ne comprend pas. Pour les apprentissages, nous allons utiliser ce qu'on appelle les 4 D. Donc, premier D, durée, distance, distraction et diversification. Pour chaque D, d'abord les travailler dans l'ordre qui viennent d'être cités et ne pas les travailler au départ 2 par 2. Donc d'abord on commence par la durée et on va chaque étape on va la découper. Donc la durée au départ ça va être 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. La distance ça va être d'abord je lève la jambe et je recule d'un pas ou d'un demi-pas. Et puis 2, puis 3, puis 4, etc. Les distractions c'est pareil, on ne commence pas avec distraction, un chat qui se met à courir. On va commencer avec simplement vous qui tournez sur vous-même ou par exemple vous mettez accroupi ou vous sautez en l'air. C'est déjà des distractions pour le chien et ça peut être déjà difficile pour certains. Et petit à petit, on augmente de plus en plus le critère jusqu'à pouvoir avoir un chien qui par exemple à qui on demande un attends, un tu attends. Le chien ne bouge absolument pas, même si un jouet passe, même si un chien passe, etc. etc. C'est ce qui permettra pendant les balades de demander une statique agréable pour croiser vélo, jogger, chien, etc. 4e D, la diversification. Donc une fois que votre chien connaît un comportement, il va être très important de lui demander le comportement dans des situations différentes, des environnements différents. Et savoir qu'il faut à chaque fois redescendre d'un palier, puisque à partir du moment où votre chien connaît très bien son coucher à distance chez vous, ça ne veut pas dire qu'il le fera parfaitement dans un champ, parce que l'environnement est différent. Donc il faudra vraiment penser à rafraîchir, revenir sur des comportements très faciles et de nouveau recommencer à rajouter la distance petit à petit. Parce que le chien est une espèce qui généralise très mal. Le chien fait toujours de son mieux en fonction de ses acquis, du contexte et des informations dont il dispose. Partez donc du principe que si votre chien ne connaît pas quelque chose, c'est parce qu'on ne lui a pas enseigné. Donc là, vous pouvez voir, j'apprends à XS à aller sur son tapis. Et juste le simple fait de me déplacer de 2 pas par rapport au tapis, et ben ça la met en échec entre guillemets. Elle se couche à côté parce que pour elle le fait que je sois plus à la même distance du tapis, ça change les règles du jeu. Oui, ça c'est bien, bravo. Bravo. Alors les étapes pour obtenir un comportement sur signal. Tout d'abord, on va façonner le comportement. Donc vous ne parlez pas, vous ne faites que leurrer votre chien ou capturer les comportements qui se rapprochent du comportement final que vous voulez obtenir. Ici, on va travailler sur par exemple le assis. On marque le chien qui pose les fesses au sol. On va répéter le comportement. Une fois qu'on est sûr que le chien connaît le comportement, on va prononcer le signal pendant le comportement, au moment où il se produit, pour que le chien fasse l'association. Et enfin, une fois que vous avez répété plusieurs fois, vous donnez le signal, on attend, le chien produit le comportement, on marque et on récompense. Lors des apprentissages, il est important d'avoir un début et une fin. Un signal de début, comme par exemple on joue, pour voir si le chien a envie de participer. Un signal de fin,
ok c'est fini, par exemple, en lançant des friandises pour pas que ce soit trop frustrant, le fait que ce soit fini, que ce soit quand même positif. On lance des friandises et on indique au chien que c'est terminé. Il va falloir également une courte durée, donc 3 minutes maximum. Vous pouvez vous chronométrer pour pas dépasser ce temps, sinon votre chien va saturer, ou vous imposer un nombre de friandises, comme par exemple 20 friandises. Et dès qu'il vous en reste 3 dans la main, bah, vous clôturez votre séance par « c'est fini ». Donc maintenant on va vous proposer un petit jeu à la maison. Donc ça s'appelle le jeu des marqueurs. Ça consiste en quoi? Ça consiste à travailler votre coordination. Donc vous allez placer vos mains en position neutre. Vous allez préparer des petites friandises ou des petits cailloux ou autre chose qui pourrait remplacer les petites friandises. Et votre pochette à friandises et un bol ou 2 bols si vous n'avez pas de pochette à friandises. Donc le but du jeu, c'est de mettre les petits cailloux dans la pochette à friandises, de mettre les mains en position neutre et de mettre le bol à la hauteur du chien. Donc vous mettrez vos mains en position neutre, peu importe le ventre, le dos, les cuisses, où vous voulez. Une fois les mains en position neutre, vous dites le marqueur, ensuite vous déplacez la main vers la pochette ou vers le bol qui contient les friandises, et ensuite vous délivrez la friandise soit dans le bol si vous avez dit yes, soit au sol si vous avez dit cherche, et vous alternez yes, cherche, cherche, yes, etc. sans vous tromper, et c'est ça le but du jeu. Yes, cherche, yes, cherche, yes, 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 cherche. Alors, par rapport au leurre, donc il faut attirer le chien dans la position souhaitée pour lui faire obtenir un mouvement particulier avec un renforçateur. Donc le renforçateur est dans votre main, ou ça peut être aussi un jouet, donc de la nourriture ou un jouet. La méthode, donc on attire le chien avec la main pour obtenir le mouvement voulu. Donc vous allez voir sur la vidéo avec Justine, justement, elle est en train de le faire avec son chien. Petit à petit, l'objectif est de diminuer son geste. Lorsque la position et le mouvement souhaité est produit systématiquement, faire le même geste mais sans renforçateur. Donc vous allez voir sur la vidéo de nouveau, elle refait le même geste mais elle n'a plus de nourriture dans la main. Chaque fois que le chien fait le mouvement, on marque et on récompense évidemment. Alors, par rapport à la capture, donc vous avez énormément de possibilités de renforcer naturellement les comportements que le chien va vous proposer. Donc au quotidien, récompensez les comportements désirables que votre chien va vous proposer spontanément afin de les renforcer. Donc c'est augmenter en fait la probabilité qu'ils se reproduisent. Dans les séances d'apprentissage, on va capturer en marquant et en récompensant les comportements souhaités. La capture en balade, donc il faut cliquer tous les comportements que l'on souhaite voir se reproduire. Alors, donc on va rien demander au chien, on va capturer les bons comportements qu'il nous propose spontanément. Donc par exemple, le chien nous regarde, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut renforcer. Le chien va nous attendre, le chien décide, alors qu'il est en bout de longe, de détendre sa laisse et de revenir vers nous. Ben ça, on va le capturer au moment où il détend la longe et au moment où il revient vers nous. Donc imaginons que vous êtes en balade et il y a un élément perturbateur qui vient pendant votre balade, il y a un oiseau, un passant, un vélo ou un chien, et votre chien décide, au lieu de continuer à fixer l'élément perturbateur, il décide de revenir vers vous et de se détourner de cet élément-là. Vous allez marquer, vous allez récompenser. Alors par rapport à la capture, il y a une troisième possibilité, c'est capturer les moments de calme. Donc en intérieur, souvent, on a envie de voir son chien calme, son chien posé. Donc on veut lui apprendre à se poser et à apprécier les moments de calme en renforçant les comportements de basse énergie. Donc ça veut dire quoi? Un chien qui est couché, un chien dans son panier, un chien qui se repose. On va donner la friandise de faible valeur. Donc pourquoi de faible valeur? Pour que le chien ne remonte pas en excitation. On veut qu'il reste calme dans ces moments-là. D'ailleurs, on va marquer avec une voix calme. On va récompenser entre ses pattes et le plus calmement possible pour pas qu'il remonte en excitation.
Alors, imaginons notre chien se relève, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va tout d'abord l'ignorer complètement, on va continuer de faire nos occupations comme si de rien n'était. Le chien va probablement très vite se reposer et se recoucher. À ce moment-là, on va recommencer. Si le chien reste couché, on va attendre qu'il ne nous regarde plus pour recommencer. C'est super important pour ne pas réveiller son envie de travailler ou son envie d'interagir avec vous. Progressivement, on va augmenter la difficulté en attendant qu'il pose la tête sur le sol pour venir le renforcer. Par la suite, on peut même augmenter la distance. Alors, on va parler des signaux à présent. Donc, les signaux ont quelle fonction? C'est créer un langage commun humain-chien. Donc, un signal, par rapport à la définition du dictionnaire, c'est un signe conventionnel destiné à informer ou à prévenir quelqu'un de quelque chose. En déterminant précisément la signification toujours la même. Donc, c'est vraiment important que le signal soit toujours le même. Alors ici une belle citation de Winnie Verskuren, donc je vais vous la lire. Donc, si la communication humaine intra-espèce est souvent source de malentendus, il n'est pas difficile d'imaginer que la communication inter-espèce, humain-chien, prête souvent à confusion. Donc évidemment, combien de fois par jour vous avez des malentendus avec des humains? Alors imaginez si vous ne parlez même pas le même langage et qu'en plus c'est une espèce différente, donc ça crée vraiment beaucoup de malentendus. Ici, je vais vous parler des signaux. Donc les signaux, ils peuvent être volontaires ou involontaires de votre part. Donc il y a tous les signaux que vous allez faire lors de l'apprentissage, mais tous les signaux de votre quotidien que le chien va interpréter et qui vont engendrer soit des émotions, soit des comportements chez votre chien. Donc il y a tout d'abord tout ce qui est vocal. Donc c'est important de questionner votre chien plutôt que de lui ordonner. Donc par exemple, si on veut lui demander assis, c'est bien de lui faire assis plutôt que assis. La tonalité va vraiment avoir son importance et dans votre façon de parler avec votre chien au quotidien, vous allez pouvoir créer une émotion positive ou négative. Votre gestuelle, en plus, elle va aussi envoyer des messages à votre chien. Alors il faut faire attention parce que parfois vous allez demander quelque chose à votre chien, vous allez par exemple demander debout et vous allez faire un geste comme le geste assis que vous avez l'habitude de faire, et donc essayez parfois de vous filmer quand vous travaillez avec votre chien ou dans votre quotidien. Si vous voyez qu'il y a une conséquence que vous ne voulez pas voir chez votre chien dans la vie de tous les jours, c'est probablement que vous faites un geste qui s'appelle un geste parasite. Par rapport aux objets, donc dans la vie de tous les jours, vous allez parfois mettre votre manteau, vous allez prendre le harnais, vous allez mettre votre chaussure, prendre vos clés, et donc par exemple ça peut créer vraiment des réactions chez votre chien. Donc tout d'abord émotionnel, ça c'est sûr. Donc par exemple mettre le manteau, soit votre chien il est stressé à l'idée que vous partiez de la maison et donc du coup il va avoir peur, il va vraiment avoir une émotion de stress. Soit vous prenez le harnais et le chien il est super ravi que quand vous prenez le harnais, donc du coup il va devenir tout fou, il va peut-être avoir un comportement du coup un peu indésirable s'il est trop excité. Ensuite, par rapport à un son, donc comme une sonnette, comme le bruit des croquettes dans la gamelle, etc., tout ça va de nouveau avoir une conséquence sur votre chien. Il y a certaines situations qui vont créer un comportement indésirable et du coup c'est intéressant de le jouer dans l'autre sens. Donc par exemple, imaginons que vous avez un chien qui à chaque fois qu'on toque à la porte ou qu'on sonne, il commence à aboyer. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler ce comportement et le changer. Donc du coup l'objectif est de faire sonner et de récompenser sans qu'il n'y ait personne qui arrive. Du coup votre chien qui pouvait être stressé à l'idée que des étrangers viennent à la maison va petit à petit se dire « Oh, sonnette égale croquette !» Alors du coup en résumé, vous vous souvenez on a parlé des ABC, donc ici en fait votre antécédent ça va être tous vos signaux. Si vous voulez qu'un comportement agréable se reproduise chez votre chien, il faut que les signaux de votre quotidien ou lors de l'apprentissage soient renforçateurs et soient un renforçateur positif. Donc ajouter quelque chose d'agréable pour le chien afin qu'il reproduise les comportements souhaités. Alors, autre petite précision par rapport aux signaux lors de l'apprentissage, il est important de préciser au maximum le comportement que l'on souhaite déclencher et travailler étape et par palier pour aboutir à l'objectif final. Donc par exemple, quand on souhaite obtenir un assis, c'est un assis à quel endroit, à quelle distance de vous, etc. Il faut vraiment tenir compte de tous les éléments et de chaque geste, la façon dont vous allez dire assis pour que ce soit vraiment le plus précis possible. Si vous êtes plusieurs à travailler le chien, il faut que vous soyez vraiment alignés sur la façon de le demander et la façon de faire. N'hésitez pas à vous filmer pour vous observer. Donc il faut une description précise, n'hésitez pas à l'écrire à l'avance et vous filmer pour voir si vous le faites correctement.
Alors, une petite précision aussi par rapport à la motivation de votre chien. Donc, si vous êtes en train de travailler avec lui et que vous voyez vraiment qu'il prend la friandise et puis qu'il détourne le regard, qu'il n'a pas l'air motivé, etc. Donc, essayez de comprendre si l'environnement est OK pour lui, s'il n'y a pas trop de stimulation. Et si vous voyez vraiment qu'il est fatigué, qu'il n'a pas envie de travailler, arrêtez votre travail là. Il ne faut vraiment pas pousser l'exercice trop loin au risque de le mettre en échec. Essayez aussi de voir si vous êtes assez motivant pour votre chien, quitte à créer du mouvement, quitte à créer plus d'intensité dans votre voix, de joie, ou d'ajouter un jouet ensuite quand vous libérez votre chien pour qu'il puisse courir derrière, mais il faut vraiment que ce soit super chouette de travailler avec vous. Donc quand vous allez demander un exercice, soyez vraiment super précis par rapport à l'exercice que vous demandez. Donc par exemple, imaginez vous demandez un assis. Ok, ben c'est un assis à côté de vous, c'est un assis en face de vous, vous faites tel geste ou tel son, il faut vraiment être très précis et demander toujours la même chose dans le même environnement. Si vous changez d'environnement, vous changez de gestuelle ou quoi, il faut recommencer à zéro. Je vais juste vous préciser le signal libérateur, qu'est-ce que c'est? Donc quand vous allez apprendre un ordre à votre chien, par exemple un assis, c'est un ordre statique, c'est très important de dire à votre chien quand le assis est terminé, sinon votre chien va devoir prendre l'initiative de se relever de lui-même, surtout si vous le laissez en plan, et donc du coup il va en quelque sorte apprendre à sortir de l'ordre et se mettre en échec. C'est vraiment important si vous voulez obtenir un assis solide qui tient sur la durée, d'avoir un ordre libératoire. Donc ça peut être va, ok, c'est fini, c'est vous qui choisissez tant que c'est toujours le même. Alors, c'est super important de protéger votre entraînement et de protéger tout le travail que vous avez déjà mis en place. Alors, un petit truc et astuce pour être sûr de ne pas le faire au mauvais moment. Chaque fois que vous allez demander quelque chose à votre chien et que vous l'avez appris, essayez vraiment de vous dire, ok, est-ce que je suis prêt à parier 100 € que mon chien va répondre à mon ordre ou je risque de les perdre. Donc en fait, c'est utiliser nos signaux uniquement lorsque la situation favorise l'apparition du comportement. Donc il n'y a pas trop de stimuli, il n'y a pas trop de distractions, ou le chien n'a pas envie de travailler par exemple aussi. Donc il faut vraiment être sûr que son chien connaisse l'ordre et que l'environnement favorise le fait qu'il va faire correctement ce que vous lui demandez. Alors, pour terminer, les jeux de rôle, évidemment, ça se fait en présentiel, donc on sera ravis de vous accueillir et de mettre tout ça en pratique et de s'amuser comme des petits fous. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et prendre votre petit papier avec la prochaine fois qu'on se verra. N'hésitez pas à revisionner la vidéo s'il y a des points à éclaircir. Vous avez accès pendant quasiment 2 mois, donc pendant toute la session de cours de groupe. On vous souhaite une agréable journée. Ou soirée. Ou soirée. Ou nuit. Merci à tous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.